vous nous suivez, c'est votre émission Interview exclusive sur DRC Info, une émission qui vous offre de l'actualité, qui vous présente des invités avec qui nous posons des questions et qui nous répondent sans tabou, et des réponses qui certainement vous offrent le maximum d'informations dont vous avez besoin. Et alors, pour ce nouveau numéro de votre émission, nous allons parler d'une thématique très alléchante et avec un invité qui est jusqu'ici une surprise. Je vous annonce la thématique: qu'attendre du nouveau gouvernement investi au Parlement congolais, c'est-à-dire le gouvernement Judith Suminwa Tuluka, qui venait d'être investi. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre? Et pour en parler, je reçois pour vous un invité spécial qui est M. Belly Mutono, secrétaire général du parti politique Alliance pour les changements, AC en sigle, parti cher au président national Jean-Marc Kabound à Kabound. Je m'en vais lui dire bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur les journalistes. Et d'entrée des jeux, puisque nous vous recevons pour la première fois dans notre chaîne, dans notre émission Interview exclusive, une petite présentation de vous pour le besoin de nos téléspectateurs. Bon, je suis monsieur Belly Mutono, comme vous venez de l'annoncer. Je suis secrétaire général de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est fait prisonnier politique de monsieur Félix Tshisekedi. Et voilà un peu quoi. Voilà. Alors, C'est un peu ça. Voilà, nous sommes très ravis, une fois de plus. Alors, vous êtes du parti ACH, AC, je crois, voilà, le parti Alliance pour le changement, un parti qui venait de célébrer 2 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parti politique? Merci beaucoup de votre préoccupation. Ce que l'on peut retenir de la création ou de l'existence de l'Alliance pour le changement, c'est que c'est un jeune parti qui a été créé et initié sous le fond d'une rupture. De la rupture qu'il y a eu entre l'honorable Jean-Marc Kabound et le régime Félix Tshisekedi, avec qui les violons ne s'accordaient plus en termes de vision ou en termes de matérialisation de ce qui a été retenu comme credo ou bien vision pour la population congolaise. Dès que les choses n'allaient pas dans le même sens, alors il a plu à l'honorable Jean-Marc Kabound de retourner auprès de la population qu'il avait portée à mener l'UDPS au pouvoir, pour retourner, pour combattre un régime dictatorial qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Alors, est-ce que vous pensez, 2 ans après, que vous êtes dans les bons ou vous regrettez cette décision? Nous sommes dans les bons, d'autant plus que déjà en 2 ans d'existence, nous nous sommes attelés à implanter ou à organiser les partis sur toute l'étendue du territoire national et ainsi que dans certains pays de la zone Afrique, Europe et puis en Amérique. Et pour un parti naissant, c'est très encourageant du fait que le président national, dès l'annonce de la sortie de l'existence ou de la création du parti, le président national a été incarcéré. Et pour nous qui avons compris sa vision, celui d'apporter les changements dans la mode de gestion de la République démocratique du Congo, nous travaillons d'arrache-pied afin que ces partis puissent avoir et maintenir le leadership de l'opposition jusqu'à ce que nous puissions obtenir le pouvoir par des moyens démocratiques. Alors, s'il faut parler de la décision du président national, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, de quitter ses pairs avec qui il a combattu à l'opposition et étant premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, refuser tous ses honneurs et migrer
dans l'opposition pour combattre ceux-là avec qui il a combattre, disons, la gestion de ceux avec qui il a milité hier. Vous ne pensez pas que, quelque part, ce serait qualifié de trahison? Ce n'est pas une question de trahison. C'est plutôt une question de constance et de conviction. Parce que le président Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un de très constant dans ses engagements et très convaincu dans ce qu'il fait. Puisque lorsqu'il combattait le régime Kabila, l'objectif c'était celui d'obtenir ou de conquérir le pouvoir et l'obtenir. Il l'a fait sous fond d'un idéal lié comment dirais-je, régler les problèmes de la population, donc travailler pour le compte de la population. Mais lorsqu'il arrive aux affaires, dans la marche, il a vu que les objectifs qui étaient les leurs ne s'accordaient pas avec les réalités sur terrain. Et il a pris le temps d'approcher le président Tshisekedi pour lui rappeler ce qui a été comme aspiration ou volonté du parti qu'il présidait de travailler pour le bien-être de la population, chose qui ne se faisait pas. Et vous avez même vu, pendant qu'il était encore vice-président de l'Assemblée nationale, c'est encore lui qui montait au créneau pour demander la réduction des trains de vie des institutions qu'il estimait être extravagants, qui ne répondaient pas aux attentes de la population. Bref, c'est pour dire que les regrets ou tout ce que vous pouvez retenir comme concept dans ce domaine-là, moi je dirais que le président Kabound n'a agi que par ce souci qu'il a toujours animé d'être au service du peuple. Malheureusement, dès son départ, cela lui coûte sa liberté. Il est aujourd'hui en prison. Quelle est sa situation actuelle? C'est bien malheureux ce qu'est en train de vivre le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Ça, c'est ce que, comme on dirait, il a été remercié en monnaie des singes pour quelqu'un qui a combattu pour ce régime de M. Tshisekedi et les mettre dans les conditions qui sont aussi exécrables pour un combattant qui a pu porter ce grand parti de l'opposition de l'époque jusqu'à obtenir le pouvoir. Ce serait une preuve d'ingratitude et que sa situation aujourd'hui est une situation aussi préoccupante pour nous qui sommes de l'Alliance pour le changement, d'autant plus qu'il a été condamné d'une manière inique, ce qui ne s'est jamais produit depuis toujours, et heureusement que lui-même, le magistrat suprême, M. Félix Tshisekedi, a reconnu que sa justice était malade, et cette maladie se matérialise encore du fait de la présence de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound en prison, dont le statut n'est pas défini. Puisque lorsque vous condamnez une personne ou un prévenu, s'il faudra employer les termes techniques, mais vous devez quand même lui notifier pour qu'il sache, bien que l'instruction a été faite, même aussi de la manière dont nous connaissons, mais il devait quand même être notifié. C'est ça la procédure, pour vider la procédure, pour justifier sa présence même à la prison centrale de Makala, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à aujourd'hui. Le collectif des avocats de l'honorable Jean-Marc Kabound ont saisi la Cour de cassation par 2 fois. Et jusqu'à aujourd'hui, ces dossiers s'avèrent ne pas recevoir de suite favorable. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons à exercer tous nos moyens de droit pour enfin que cette situation puisse être clarifiée. Mais si seulement si on doit accorder un crédit de confiance à cette justice dont le magistrat suprême reconnaît qu'elle serait malade, alors la justice congolaise est mise à l'épreuve face au dossier de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Vous ne pensez pas qu'au vu de la situation et connaissant nos réalités, il y avait moyen de faire mieux pour permettre au président national de l'AC de retrouver sa liberté, peut-être rejoindre une fois de plus l'Union sacrée dont vous étiez, dont lui a contribué significativement à sa mise en place? Et est-ce que vous ne pensez pas que ce serait la meilleure décision, aller aujourd'hui rejoindre l'Union sacrée et
faire la marche ensemble pour les 5 prochaines années, peut-être que ça pouvait vous offrir sa liberté. Rejoindre l'Union sacrée n'aurait pu être possible que si on serait dans une situation où les animateurs devraient se mettre à la place de la population. Mais si vous avez des gens qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, moi je pense que, et même le président Jean-Marc Kabound ne nous contredira pas, ce ne serait pas quelque chose de faisable parce qu'il n'y a pas de garantie que même si, en tant que géniteur de cette plateforme ou regroupement politique qu'on appelle Union sacrée, il ne pouvait pas rentrer pour le plaisir de rentrer. S'il fallait rentrer, comme je venais de le dire, il faudrait quand même être entouré des personnes épris de la volonté de servir le peuple. Mais tout ce que nous voyons avec cette fameuse union sacrée, mais ça laisse à désirer. Ça pose problème dans la manière où ceux-là qui sont censés travailler pour la population, ils travaillent pour leurs égos ou leurs intérêts personnels. Et vous avez vu même cette guéguerre et même cette fissure qui est très visible au sein de cette fameuse union sacrée, que les cordons ne s'accordent pas. Ils ont évolué dans une situation qui les a conduits à remplir les mandats électoraux, mais les conditions dans lesquelles ils devaient travailler n'étaient pas définies en amont. Et vous nous voyez, nous qui avons une vision et des convictions d'apporter les changements auprès de la manière de gérer les pays et des Congolais, que nous allons nous allier ou nous rapprocher encore des telles personnalités. Je pense que cela n'est pas encore le moment. Et même si ça devait arriver, mais je pense que tous les cadres doivent être bien définis. Et on ne peut pas retourner dans une famille politique parce qu'on en a été géniteur. Je ne pense pas. Et pendant qu'il est en prison, comment vous vivez, comment vit le parti aujourd'hui? Nous sommes assez organisés et puis bien encadrés par le leadership éclairé du président Kabound qui, par son sens managérial, sait nous donner des orientations qui fassent que ces partis puissent prendre corps et forme. Alors, vous parlez d'un leadership éclairé. Est-ce que ce ne sont pas des moyens que vous aviez amassés pendant vos années où vous étiez avec le régime en place qui font que vous puissiez résister? Ce n'est pas lié à une question de moyens. C'est une question de conviction. Et vous fouillerez, puisque vous êtes journaliste, comme on dit, des investigateurs, nulle part vous entendrez parler du président Jean-Marc Kabound en termes de malversation financière, en termes de détournement. Il travaillait pour le compte de la République et il était payé en tant que tel. Et lui-même, comme je venais de le dire tantôt, il a décrié ces trains de vie des institutions qui ne correspondaient pas à la réalité des fonctionnaires congolais ou du dernier des Congolais qui devait lier les deux bouts du mois. Donc ce n'est pas question d'amasser quoi que ce soit, ce n'est qu'une question de conviction, d'organisation et des visions claires et éclairées. Alors, vous avez côtoyé les élus pendant que le président Jean-Marc Kabound, l'honorable, était encore au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que toucherait un député en termes d'émolument? Parce que ça fait du bruit au sein de l'opinion et ça reste un tabou dans un État qui se dit démocratique. Un élu pouvait aller à 20 000, 25 000 ou 30 000 dollars selon les racontars. Et vous leur dites quoi par rapport à ça? Nous leur disons de revenir au bon sens, d'avoir l'amour de la patrie. On ne peut pas continuer à voir ce peuple souffrir pendant que eux sont en train de se garnir les poches et de se construire
ou de vivre, comme on dit, la Dolce Vita. Ce n'est pas normal pour un pays qui a plein de richesses et qui ait un groupe d'individus qui nous prennent en otage, construisant et faisant leur bonne vie au détriment de la population auquel ils sont censés servir et représenter. Donc là, le problème est que, comme je venais de le dire, qu'ils puissent d'abord retourner au bon sens, d'aimer la patrie, de servir la patrie, sans pour autant avoir des intérêts personnels. De toutes les façons, même lorsqu'ils le font, après les années qui viennent, nous voyons ce qu'ils deviennent. Donc c'est pour dire que nous avons tout intérêt de travailler pour l'émergence de ce grand Congo. S'il faut prendre le minimum, combien touche un élu? Bon, selon les informations que nous recevons de part et d'autre, pour la législature passée, ils étaient à 21 000 $. Et pour cette nouvelle législature, nous apprenons qu'ils vont arriver jusqu'à 30 000 $. Ça, ce ne sont que des spéculations, parce que là, je ne confirme rien. Les spéculations font état que bientôt, là, les députés qui viennent de commencer du travail, là, ils recevront les émoluments plutôt à la hauteur de 30 000 $, ce qui est extrêmement trop élevé pour un pays dont l'économie n'est pas stable, où les budgets ne répondent pas à résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays. Donc bref, si ça ne dépendait que de nous, ça devait être revu à la baisse. Voilà pourquoi même en son temps, le président Jean-Marc Abound était pour et militait à ce que les trains de vie des institutions puissent baisser. Mais UDPS, le peuple d'abord, et Union Sacrée, disait, ou on dit, dans le passé, avoir des crocs en jambes de blocage, ce qui a fait que la roue ne puisse pas tourner normalement. Eh bien, cette fois-ci, vous ne voyez pas qu'avec cette équipe gouvernementale, les choses pouvaient aller et que le train de vie des institutions pouvait être baissé au profit du bien-être social. Je naviguerai dans le sens contraire de ce que vous venez de dire, d'autant plus que déjà, par la constitution de ces fameux gouvernements, qui n'a pas été assez réduit. Parce que vous voyez, ils sont au nombre de 54, plus la Première ministre qui serait à 55, chose qui n'était pas attendue aux yeux de la population. Ça, ce n'est pas réduire la taille déjà du gouvernement elle-même pose problème. La taille des vice-primatures, ça pose problème. Parce que déjà, si dans le gouvernement passé, avec presque le même chiffre, il n'avait que 4 vice-premiers ministres et qu'aujourd'hui, ils en sont arrivés à 6. Donc ça veut dire encore que les trains de vie poseraient problème encore à ces sujets-là. Et que par rapport aussi à la manière dont ils ont pu concevoir ces fameux gouvernements, moi je pense qu'entre eux-mêmes, ils ne se sont même pas convenus par rapport à respecter les quotas ou les normes qui devaient permettre à ce que le gouvernement soit assez représentatif. Pas en termes de quantité. La représentation, ce serait lié, à mon sens, de la représentation, comme on aime bien ces concepts géopolitique, pour afin que l'unité nationale ne puisse pas être fissurée. Je pense qu'un gouvernement responsable, ce serait limité au maximum à 26 ou 30 portefeuilles. Mais lorsqu'ils vont déjà au-delà, ça pose déjà problème. Là, on n'aura pas encore résolu le problème. Parce que, même lui-même, M. Félix Tshisekedi, qui voulait à ce que, pour son nouveau mandat qu'il a eu par des moyens dont nous connaissons tous... Par la voie des élections. Non, 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 ce n'était pas des élections, monsieur le journaliste. Ce n'était qu'un braquage électoral où on a vu une élection pour une première fois depuis l'histoire de l'humanité se tenir à plus d'une semaine. Chose qui ne se fait pas. On n'aurait pas dû seulement avoir des élections parfaites, mais des élections assez bien organisées auraient permis de justifier même le fait qu'ils puissent avoir cette victoire à brandir comme trophée d'avoir combattu. Bref, n'entons pas dans ce sujet-là déjà qui est derrière nous, puisque nous ne considérons pas qu'il y a eu des élections, mais pour revenir à ce que nous disions, cela veut dire que à partir de tous ces faits-là, tous ces braquages-là, ça n'a pas permis à ce que celui qui tient
à la destinée du pays d'avoir un gouvernement assez réduit, mais avec des objectifs et une vision assez claire et bien orientée pour produire un travail de qualité. Vous penserez quoi de... Nous sommes déjà au fond de la thématique qui est qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du gouvernement souminois qui venait d'être investi. Une équipe, comme vous l'aviez rappelé, de 54 membres, plus la première ministre, ce qui fait 55. C'est quand même énorme, c'est comme d'habitude. Et à travers les différents profils que vous voyez, les 100 nouveaux, la jeunesse qui intègre le gouvernement et surtout les leaderships féminins en termes de la parité, un pourcentage qui est ascendant avec pour la première fois une dame première ministre en RDC. Cela ne vous inspire pas confiance? Cela ne nous inspire pas confiance et surtout que le peuple congolais aussi n'attend rien de ce gouvernement, puisque comme je venais de le dire, les attentes auraient pu prendre un sens si seulement si la taille déjà du gouvernement devait être réduite. Et tout ce qu'on a eu à nous présenter, même hier lors de leur fameuse présentation du programme de gouvernement pour investiture, vous avez vu que ce n'était que une attitude formaliste pour nous proposer des bonnes intentions, mais la réalité, elle est tout ailleurs. Le problème du Congolais, ce n'est pas avoir la jeunesse ou une dame qui d'ailleurs fait quand même honneur par rapport à la question liée aux gens, parce qu'on a vu les hommes pendant 64 ans diriger le gouvernement au Congo, mais pour une première, comme c'est une dame, elle avait toutes les chances d'avoir notre soutien ou considération en termes de quelqu'un qui peut réussir, d'une personne plutôt qui pouvait réussir, mais le vrai problème n'est pas à ces niveaux. Les vrais problèmes, c'est les leaderships maintenant qui orienteraient ces gouvernements. C'est celui lié à la gestion de M. Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment est-ce que pendant 5 ans, ils ont eu à gérer la République. Mais ça ne nous donne pas cette attitude d'avoir confiance en une telle personne qui, pendant 5 ans, s'est évertué à travailler avec des personnes qui n'ont même pas compris quelle était la vision de M. Félix Tshisekedi pour le pays. Donc, ils sont en train de naviguer à vue. C'est le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, ce n'est pas ce que nous avons vécu. Le peuple d'abord, ce n'est pas rançonner à ces fameux peuples encore leur maigre revenu dans le dossier RAM. Le peuple d'abord, ce ne serait pas faire des détournements. C'est comme si les Congo étaient devenus une foire aux millions, ce qui n'était pas normal. Il nous a laissé entendre que le pays était déjà enterré ou mort. Mais comment est-ce qu'un mort pouvait encore produire des millions? Cela veut dire que le Congo était riche pour être au bénéfice de sa population. Chose que M. Tshisekedi n'a pas offert ces privilèges ou cet honneur que le peuple l'avait fait en l'élisant en 2019 comme chef de l'État pour qu'au retour, qu'ils puissent répondre à leurs aspirations. Donc tout ça là, je ne pourrais conclure que les attentes de la population seraient de voir un autre leadership à la destinée de ce pays. Mais quels sont, à travers la constitution de cette équipe gouvernementale, les griefs que vous pouvez reprocher, notamment au chef de l'État qui a signé l'ordonnance en nommant différents membres? Et quels sont quelques profils, selon vous, qui peuvent sortir du lot, qui vous plaisent? Déjà, les griefs que nous devons retenir par rapport à la composition de cette équipe gouvernementale, c'est la reconduction des anciens ministres qui n'ont pas produit un bilan positif pendant leur mandat passé.
C'est quasiment près de 50% de ces anciens ministres qui, dans leur secteur, quand bien même que cette fois-ci, ils n'ont eu qu'à permuter. Voilà même pourquoi il y a eu même ces débats des concepts lorsqu'on parlait des remaniements et tout ça là. Mais nous, à l'Alliance pour le changement, nous avons retenu un réaménagement parce que nous avons vu que certains ministres qui avaient tel portefeuille, qu'on changerait à un autre. Et maintenant, pour ceux qui sont venus, nous leur donnons encore ces crédits-là de temps comme on les juge généralement dans les 100 premiers jours. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont prendre à bras les corps ou l'entame de leur fonction. C'est peut-être par là que nous pourrons porter une opinion sur eux. Mais du moins, dans l'ensemble, il n'y a rien à espérer, d'autant plus que ce sont les mêmes personnes qui ont géré hier et ils y sont encore. Et comme on dit en physique, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais quand même, il y a eu des résultats probants, notamment avec la gratuité de l'enseignement qui a réussi haut la main. D'ailleurs, c'était l'un des points clés de la campagne électorale du chef de l'État. Mais aussi, on a vu à la fonction publique un nouveau vent arriver avec le ministre Jean-Pierre Liaou. On a vu que du côté finances publiques, il y avait une certaine rigueur avec le partant, l'honorable Nicolas Kazadi, et intérieur, un combat acharné contre l'insécurité, contre tout ce qui peut inquiéter la paisible population. Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, toujours au front. Vous ne croyez pas au retour de certains de ces ministres? Vous n'êtes pas convaincu toujours de ce travail? Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou... Non, ce n'est pas une question de mauvaise foi. Et d'ailleurs, je vais vous répondre de manière décroissante par rapport à l'ordre chronologique que vous avez pu étaler, si j'ai bien répondu. C'est quelques exemples ramassés. Mais oui, par rapport à ces exemples-là, parlons du secteur de la défense. Parce que je n'aimerais pas qu'on fasse un débat autour des individus. Parce que les considérations, on les tient par rapport aux actes que nous posons, mais pas par rapport, comme on dit, de nature intuito personnelle. Si on doit parler du ministère de la Défense, il a pris les pouvoirs jusqu'au moment où il l'a laissé. Mais il y a encore des territoires congolais qui sont sous occupation. Ils nous ont produit leur fameuse, comment ils ont déjà appelé ça déjà, la loi là sur... Le plan stratégique. Non, ils n'avaient pas parlé des stratégies là. C'est les termes qui m'échappent un peu, mais que ça pourra... Sur la défense nationale, je crois. Oui, c'était une question liée à ça où ils devaient orienter... Présenté par l'époque... $1 milliard dans ces secteurs-là. Mais pour quel résultat? Ne voyez-vous pas dans les réseaux ou dans les images qui pullulent au travers des médias que les militaires congolais sont toujours plaintifs du fait déjà même qu'ils ne savent pas trop avancer? Ce seraient des gens de mauvaise foi qui font sillonner des vidéos comme ça. Parce que déjà, ils n'ont pas d'équipement, ils ne sont pas assez motivés. Vous avez parlé du ministère de l'Intérieur. Mais l'intérieur, c'est un secteur de la gestion de la sécurité des personnes et de leur bien. Mais même là où nous nous trouvons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons circuler librement en toute liberté pendant qu'il y avait même le fameux ministre sortant au niveau de l'Intérieur? Je ne pense pas. L'insécurité a été encore plus grandissante, quand même qu'ils ont pu créer encore leur fameux concept de l'opération Panthère Noire. Mais nous voyons tous les jours le Koulouna en train de pratiquer leurs activités diaboliques en toute aisance. Et la dernière en date, je ne sais pas si vous avez suivi, lors de la dernière rencontre de nos léopards au stade des Martyrs, il y a eu encore ces actes. Et ce qui est encore triste et déplorable, c'était en présence du chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Donc, du côté sécurité, nous devons encore tourner la page. Vous avez évoqué encore les secteurs des finances. Mon Dieu. Mais quel est le dernier dossier pendant qui, jusqu'à aujourd'hui même, doit recevoir, je ne sais pas moi, l'approbation de l'Assemblée nationale pour déférer l'ancien ministre des Finances pour qu'il soit poursuivi, que les poursuites puissent être ouvertes? Où il y a eu des détournements
qui n'a jamais existé à cette hauteur-là. Parce que je ne dirais pas que les détournements n'ont jamais existé au Congo, non. Mais à cette hauteur-là, et que nous les sachions comme ça, là, c'était scandaleux d'apprendre toujours qu'il y avait des millions qui disparaissaient ou qui étaient manipulés en mode d'urgence auprès de l'Institut d'émission qui est la Banque centrale. Et vous avez encore parlé du secteur de l'enseignement où vous nous parlez de la gratuité de l'enseignement. Monsieur le journaliste, la gratuité de l'enseignement devait être encadrée et accompagnée. C'est-à-dire avoir un enseignement de qualité, une formation de qualité pour permettre à ce que nous puissions quand même bomber, qu'ils puissent d'ailleurs eux se bomber les torses, qu'ils ont quand même pu produire un travail de qualité. Mais c'était une gratuité pour quelle qualité de type d'enseignement et dans quelles conditions même ces élèves, nos chers enfants, qui devaient être formés, mais dans ces conditions-là, puisque jadis, lorsque les parents prenaient encore en charge les enseignants, les nombres même, les effectifs dans les classes étaient assez... réduits. Non, pas réduits, considérables et tolérables. Mais lorsque cette gratuité mal encadrée a été décrétée, vous avez vu, nous avons maintenant des classes pléthoriques et des conditions d'études. Lorsque même pour un pupitre, vous avez des élèves qui devaient se mettre à 4 ou 5 personnes. Même cet élève-là, déjà les conditions qui ne sont pas bonnes, quand bien même que l'enseignant peut avoir toutes les qualifications pour restituer ou transmettre la matière, mais l'enfant qui les reçoit là, il n'est pas dans les conditions. Donc bref, même ce secteur-là a échoué parce qu'il n'a pas été encadré et bien accompagné, et surtout que ça a été, à mon sens, une décision populiste et ce n'était que du cosmétique. C'était appliquer la volonté constitutionnelle. On ne gère pas la République seulement avec la volonté. On gère la République avec la volonté, la vision et les actes. Si ces trois éléments ne sont pas mis ensemble et qu'ils ne marchent pas en toute harmonie, je pense que tous les efforts que ceux qui doivent matérialiser cet état de choses, je pense qu'ils n'arriveront pas à atteindre les résultats attendus. C'est pourquoi je déplore même que du fait que ça a été plutôt des décisions mal encadrées et mal accompagnées. Il nous avait promis des milliards à atteindre des budgets en 5 ans où on demanda des 100 milliards. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Et pendant les 5 ans, il n'a pas pu atteindre les 1/3 de ce que lui-même prévoyait. Le FCC l'a bloqué. Vous aviez vécu ça. Non. Ce n'est pas le coronavirus. Mais si vous parlez du blocage qu'on attribuerait au FCC, mais pendant que le FCC bloquait, mais il y avait des millions qui sortaient et qui s'est dilapidés. Donc, on n'a jamais prouvé. Ben, ça a été prouvé. Je peux encore vous en donner la preuve. La preuve la plus palpante, c'est celui du dossier des 100 jours, auquel, si les millions seraient sortis, ou étaient sortis, mais les preuves matérielles de ces millions sont où? Le projet développement des 145 territoires, où en sommes-nous? Bref, et malheureusement, pour la personne aussi qui a piloté ce grand projet des 145 jours, donc 145 territoires. Madame Souminois, elle a eu à gérer ces projets-là sans résultat, mais aujourd'hui elle se ramène avec une prévision budgétaire à 80 milliards pour les 5 ans à venir. Eh bien, nous allons les voir aussi à l'œuvre, puisque déjà, entre les dire et les faire, il y a un temps à parcourir, et que pour ceux-là qui géraient les pays à 4-5 milliards, où la situation déjà était pas bonne pour les Congolais, et qu'avec ceux qui nous ont prétendu avoir atteint les 16 milliards, la situation est devenue encore de plus en plus intolérable. Je pense que tout ce qu'on nous raconte là, ce n'est que de la poudre au vent. Parce qu'on devait d'abord commencer par avoir des réformes économiques efficaces pour soutenir la maximisation des ressources propres en termes de recettes,
pour consolider ou solidifier notre économie, pour qu'enfin nous puissions espérer atteindre l'émergence ou qu'on ait des budgets qui font des rebonds assez considérables. Mais lorsque on nous fait passer dans les médias des budgets à 10, 15, 16 milliards et que dans le panier de la ménagère, cela ne se fait pas sentir, alors ce ne sont que des illusions qui nous sont vendues par des personnes qui ne sont pas à leur place. Il y a des routes qui sont construites d'abord, les paniers de la ménagère va suivre avec après. Parce qu'il y a des routes, il y a des bateaux de pêche qui doivent venir pour nous offrir du poisson. Il y a beaucoup de bons projets. Il y a le projet route rail et les ponts en eau profonde, le port en eau profonde de Banana. Ce sont des gros projets qui doivent certainement être très bénéfiques pour les Congolais dans les 5 prochaines années. Et ça, vous pouvez en être sûr quand même. Je ne saurais pas être sûr avec tout ce que vous venez, ou ne pas être d'accord avec tout ce que vous venez d'énumérer. Et je commencerai encore par la dernière insertion. Lorsque vous nous parlez du port en eau profonde plutôt de Banana. Mais depuis qu'on a posé la pierre inaugurale, jusqu'à aujourd'hui, même pas une bêche qui a creusé le sol pour en faire une fondation. Poudre au vent. Vous parlez des routes. Quel type et quelle qualité de routes on nous produit? Vous vivez à Kinshasa. La plupart de nos artères ici ont été réhabilitées parce qu'ici on n'a pas plus parlé en termes de construction. À la limite, c'est la route Elengesa qui aussi pose déjà des problèmes en termes d'embouteillage, ce qui prouve encore l'irresponsabilité du régime Tshisekedi à réguler ces secteurs-là. Vous avez des routes qui sont créées, mais 6 mois, 9 mois, une année après, ça se détériore. Vous voyez comment est-ce que même les gros poids lourds ne sont pas réglementés, ils sont en train de nous créer des embouteillages, ça et là. Il y a des décisions qui interdisaient la circulation de poids lourds avant 21h. Qui n'ont jamais été appliquées, messieurs les journalistes. Parce que toute décision qui doit être prise doit être accompagnée et suivie. Prendre les décisions, c'est beau bien, cela relève d'une certaine autorité. Mais qu'est-ce que nous en faisons par la suite des temps? Ça pose problème. Donc bref, c'est tant que nous n'aurons pas à la tête du pays un chef de l'État qui a une vision claire et aussi une fermeté dans la prise de décision, il ne faudra pas toujours avoir la carotte à donner à ceux avec qui vous collaborez, mais il doit aussi se servir de la chicotte. Et la fameuse chicotte qu'on aurait pu, qu'ils ont semblé nous faire croire aussi, ce serait l'inspection générale des finances, qui, à son niveau, à la limite, lorsqu'il faisait même le travail en interpellant ceux qui auraient détourné. Mais les conséquences et la suite, c'est quoi? Interpellation, incarcération fantaisiste et 3, 4, 5, 6 mois, les personnes interpellées sont en toute liberté et circulant ici à Kinshasa. Tant qu'on n'a pas eu de preuve du détournement, ils sont dans leur droit. Mais la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Mais puisque l'IGF avait des faits, mais ça n'appartenait pas à l'IGF de rendre justice, puisque lui-même, le magistrat suprême reconnaît encore que sa justice serait malade. C'est à lui de mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Et nous allons voir avec le nouveau ministre ce qui va arriver, puisque dans les gouvernements qui sont passés, on a eu à voir Madame Rose qui aussi était une juriste, mais avec quel résultat aussi dans ces secteurs-là. Donc le vrai problème du Congo, c'est au niveau du sommet. Tant que le sommet posera problème, quelles que soient les qualifications, les expériences que nous pouvons avoir, ça posera toujours un sérieux problème. Apparemment, lentement mais sûrement, nous sommes en train d'étendre à la fin de notre émission, mais apparemment le problème du Congo semblerait être la Constitution et ces textes, c'est-à-dire qui bloquerait le fonctionnement normal du pays, parce qu'à un moment donné, on a pris quand même plus de 5 mois sans gouvernement
avec un gouvernement qui expédiait les affaires courantes et tout ça parce que la Constitution demande beaucoup de procédures, la mise en place des institutions définitives qui a pris beaucoup de temps et on pouvait, avec, comme l'a affirmé le ministre Mouyaya, assister à des réformes constitutionnelles, peut-être même le changement de la Constitution s'il le faut. Vous êtes d'avis, vous, de l'opposition, notamment AC? Nous ne sommes pas d'avis pour dire que c'est la Constitution qui poserait problème, puisque en réalité, les révisions ou le changement de la Constitution, elle est aussi constitutionnelle, si je dois me permettre un peu cette tautologie. C'est comme je l'ai dit tout récemment que la révision constitutionnelle n'est pas rédhibitoire, comme il faudra conclure. Mais le vrai problème, c'est la gestion des ambitions. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est la vision à imprimer. Puisque si vous avez eu à gérer le Congo 5 ans durant avec la même constitution qui ne vous a pas empêché de rempiler, d'avoir un second mandat, mais le problème se pose où? À quel niveau? Parce que si vous avez, au sortir de vos élections, vous avez installé votre Parlement, mais puisque vous avez embarqué et la population et les politiques dans une histoire où on a vécu un braquage, mais maintenant c'est le partage du butin qui a posé problème. Ce n'est pas la Constitution. Pour autant que vous avez déjà une chambre avec un bureau provisoire, qu'est-ce qui les empêcherait d'installer en ces temps-là les bureaux définitifs et qu'avec la configuration qui est la leur, d'avoir le parti qui est majoritairement au sein de leur organisation pour l'octroyer le gouvernement. Est-ce que cela relèverait seulement de la Constitution? C'était une question de la gestion des ambitions qui a posé problème. Et cette gestion des ambitions a été mal encadrée du fait du produit d'un braquage où chacun voulait s'accaparer de la plus grande portion. C'est ça la réalité. La révision constitutionnelle ne peut pas être une entorse ou une épine au pied du gestionnaire de la République pour gérer ou administrer la nation. Donc, loin de là, c'est plutôt, comme je venais aussi de le dire tout récemment, l'esprit ou l'animus qui est derrière ces concepts-là de retoucher à la Constitution qui, vraisemblablement, nous fait croire que le régime Tshisekedi voudrait s'éterniser au pouvoir par des moyens malicieux. Malheureusement, vous, l'opposition, vous êtes silencieux actuellement. On ne vous sent pas dans les actions concrètes. Quand je parle de l'opposition, je la vois dans sa constitution plurielle. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabunda, vous avez du mal à vous accorder et faire chemin ensemble pour faire valoir votre poids. Est-ce que l'opposition est en perte de vitesse? L'opposition n'est pas en perte de vitesse. L'opposition fonctionne en termes de stratégie et du temps. Parce qu'on ne peut pas seulement s'opposer ou prouver au peuple qu'on est opposant du fait de nous voir toujours être dans la rue et, je ne sais pas moi, faire des déclarations. Avant de poser tout acte, on réfléchit, on mûrit la réflexion, on se prépare. Soyez calme et vos apaisements. Parce qu'on n'a pas voulu être considérés comme des personnes qui ne sont pas républicains, qui dès l'entame d'un nouveau mandat ou d'un régime, que nous montons au créneau pour commencer à dénoncer, à bousculer, à mettre de la pression. La pression, elle se prépare. Et dites-vous, ayez vos apaisements, nous connaissons les problèmes du peuple. Et le peuple, c'est comme un monstre froid. Donc, lorsqu'il va s'élever pour répandre le bâton de sa destinée, et je pense que ces langages-là, vous ne la tiendrez pas. Et nous n'aimerons pas aussi pour nous qui sommes
de cette époque ou de cette génération, concevoir aussi la politique de la manière dont elle était considérée les années antérieures. Donc les temps et les époques changent, les concepts évoluent et nous devons toujours nous mettre à jour pour faire des critiques qui sont plus objectives que plutôt de nous attarder à critiquer les individus pour le plaisir de les faire. Parce que ceux qui l'ont fait hier, aujourd'hui sont au pouvoir, vous voyez les résultats que ça produit. Donc nous nous opposons à la manière de gérer les pays, nous nous opposons à la manière d'encadrer ou de faire les choses qui ne répondent pas aux aspirations de la population, que plutôt de nous opposer parce que la tête de M. Félix Tshisekedi ne nous plaisait pas. Pas du tout. Alors, le temps, malheureusement, la télévision, c'est ce qui nous fait défaut actuellement. Et on est obligé de nous séparer d'avec vous, à moins que vous ayez un dernier mot, en tout cas en quelques secondes. Nous allons désannoncer l'émission. Bon, comme dernier mot, j'ai lancé le message auprès de la population congolaise pour lesquels nous nous battons et que nous défendons bec et ongle, que de garder espoir. L'espoir faisant vivre, dit-on, et que dans la suite des temps, nous allons nous préparer à des actions de grande envergure pour exiger au régime de M. Tshisekedi de répondre à nos aspirations et aux besoins de les faire partir par des moyens démocratiques. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Belly Moutono, vous êtes secrétaire général du parti politique AC, Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, ça a été pour nous un plaisir de vous tenir compagnie, aimables téléspectateurs, vous qui réagissez à nos émissions, qui les partagez, abonnez-vous massivement encore et parlez-en, partagez les liens. Ça nous fait toujours un plaisir de savoir que vous êtes avec nous et votre émission interview exclusive continuera à vous servir comme d'habitude. C'est pour moi un plaisir de dire un grand merci aussi à Dieudonné Luzala Musica Musicana qui nous a tenu compagnie derrière la caméra et une émission réalisée et coordonnée par Gilio Lolo Bibas, les faiseurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.